tombe pas surtout. C'est bon? Bon. Bien. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez mieux là? Voilà. Eh bien, merci à tous d'être présents ce soir. Mais je sais qu'il y avait un match de foot, mais bon. Bon, tout le monde n'est pas au courant, ça va. Merci à vous d'être là. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième étape d'un parcours dans la peinture du XIXe siècle en 9 étapes. Et donc, j'ai choisi 9 dates pour illustrer la peinture du XIXe siècle. Donc, j'ai commencé le mois dernier par le néoclassicisme avec Jacques-Louis David comme peintre référent. Et aujourd'hui, donc, l'année 1827. Tu vas peut-être éteindre. Bonsoir. On commence juste. Faut que j'éteins complètement. Si tu peux, c'est bien. C'est mieux comme ça? Oui. On voit mieux comme ça. Alors, j'ai pris quelques événements autres que artistiques pour cette année 1827. Par exemple, il y a une loi qui interdit la traite négrière. J'ai oublié de dire que on avait changé de régime, puisqu'on était sous la Restauration en 1827, et même sous le Charles X, donc le deuxième frère de Louis XVI. On est donc en 1827. La loi qui interdit la traite négrière, mais il y avait aussi la 7e exposition de l'industrie. Alors, il faut savoir que jusqu'en 1855, c'est-à-dire à la première exposition universelle à Paris, il y a eu 11 expositions de l'industrie, et là c'est la 7e. L'exposition universelle sera bien sûr bien plus conséquente que ces expositions-là, notamment parce qu'il y aura l'art. Par contre là, c'est vraiment axé que sur l'industrie en 1827. C'est la mise en service de la ligne de chemin de fer de Saint-Étienne-en-Drézieux. Donc c'est la première ligne officielle en France, pas tractée par la vapeur encore, tractée seulement par les chevaux. Et c'est l'année où les Français ont pu découvrir la première girafe sur le sol français. C'était un cadeau offert à Charles X par le pacha d'Égypte, Mehmet Ali. C'est aussi l'année officielle de la première photo en France. J'y reviendrai beaucoup, puisque la 3e conférence, donc la fois prochaine, elle portera sur la photographie, et on sera en 1839. C'est aussi la première bande dessinée. C'est un Suisse, Rodolphe Töpfer, qui a créé une bande dessinée, une histoire dessinée. Elle a été publiée en 1937, et aux États-Unis qu'en 1842. C'était juste pour vous dire que la naissance du 9e art, elle est bien antérieure au XXe siècle. Ensuite, 1827, c'est aussi le moment de la guerre d'indépendance en Grèce. C'est l'année où il a été signé un traité à Londres pour soutenir la Grèce contre l'Empire ottoman, qui va aboutir en 1830 à l'indépendance de la Grèce. Mais j'ai mis ça parce qu'il y a eu un grand mouvement d'opinion en faveur des Grecs en Europe, et j'ai mis à droite Lord Byron, qui avait un poète anglais qui avait soutenu donc, les Grecs, et d'ailleurs il est mort pendant qu'il était en Grèce, non pas à cause des combats, mais de maladie. Et puis, il y a eu en 1826, donc une année avant, il y a eu une grande exposition à Paris pour soutenir justement les Grecs. Et donc les peintres ont participé à cette exposition, et notamment Delacroix. Delacroix a fait ce tableau que j'ai mis à droite ici, La Grèce sur les ruines de Missolonghi. Il a donc fait ce tableau pour soutenir les Grecs, en symbolisant la Grèce par cette femme habillée à la grecque, à demi agenouillée, presque complètement désespérée, au fond, sur un ciel orageux, un Turc triomphant. Alors que je ne me trompe pas, il est là, on ne le voit pas bien, mais il est ici.
Bref, Eugène Delacroix a soutenu les Grecs comme beaucoup de peintres, qu'ils soient, disons, romantiques, puisqu'on va parler de romantique, mais ceux qui sont aussi classiques, ont soutenu beaucoup la Grèce. Tout ça pour arriver au salon, que je ne me trompe pas, hop là. Donc, à la première partie de la conférence, le salon parisien, suivi d'une deuxième partie sur le romantisme et d'une troisième partie sur Eugène Delacroix. Je commence donc par le salon parisien, le salon de 1827. C'est un salon vraiment exceptionnel qui se passe au Musée Royal des Arts. Alors j'avais expliqué à la première conférence que suivant les régimes, le Louvre s'est appelé différemment. Sous la Révolution, ici, sous la Restauration, c'est le Musée Royal des Arts. J'ai mis à droite un ouvrage important qui concerne vraiment le salon de 1827. C'est une thèse, et cette thèse donc d'une fille qui s'appelle Eva Bouillot et qui a écrit le salon de 1827, classique ou romantique. Et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, j'en ai extrait de cet ouvrage une petite citation qui est dite par un peintre à un peintre, Horace Vernet, qui écrit à Jean-Victor Schness en Italie. Il était, lui, le directeur de la Villa Médicis en Italie, et il lui écrit ceci. « Je voulais te dire qu'il faut que tu reviennes bien vite, si tu veux assister à l'enterrement de la peinture. Elle est entre deux médecins qui la tuent. L'un se nomme classique, l'autre romantique. Le premier est ennuyeux et la fait mourir de langueur et de froid. L'autre lui donne de tels excitants que la malheureuse en a des attaques de folie et alors gare aux yeux des curieux. » Donc vous avez compris pourquoi ce salon peut être important. Mais déjà au salon précédent, en 1824, normalement, il y avait un salon tous les 2 ans. Donc 1824, il aurait dû y avoir 1826, mais pour des raisons financières, ils n'ont pas fait en 1826 et c'est reporté en 1827. Mais déjà en 1824, il y avait un affrontement entre ce qu'on appelle les classiques et les romantiques. C'est le salon du massacre de Sceaux. Justement, j'en avais parlé, le massacre de Sceaux, de Delacroix, c'est ce tableau. Et j'en reparlerai à la troisième partie, puisqu'on est en Grèce là. Ça a été donc un grand scandale. C'est Gros, le baron Gros, donc un élève de David, a dit que c'était le massacre de la peinture. Et Stendhal, que vous connaissez, donc le romancier Stendhal, a été aussi critique d'art, et il a parlé de ce salon de 1824. Et il a dit ceci. Nous sommes à la veille d'une révolution dans les beaux-arts. Les grands tableaux composés de 30 figures nues, copiées d'après les statues antiques, donc là on est en plein dans le néoclassicisme, commencent à ennuyer. Il est absurde de marcher au combat sans vêtements. Mais quel est pourtant l'usage dans les bas-reliefs antiques, s'écrient les classiques de la peinture. Ces gens qui ne jurent que par David et ne prononcent pas 3 mots sans parler de style. Et que me fait à moi le bas-relief antique? Tâchons de faire de la bonne peinture moderne. Les Grecs aimaient le nu. Nous ne le voyons jamais, et je dirais même plus, ils nous répugnent. Donc, une attaque contre le classicisme. Déjà en 1824, j'avais choisi d'ailleurs cette première date, et puis j'ai changé, j'ai pris 1825, mais j'aurais pu parler du romantisme en parlant de 1824. En tout cas, le salon de 1827, il est vraiment incontournable parce que et l'État et la critique, pour une fois, vont soutenir cette innovation romantique, ce qui n'a pas été du tout le cas tout au long du XIXe siècle. Donc c'est vraiment un fait exceptionnel que cette innovation romantique soit soutenue et par l'État et la critique. Donc je vais parler maintenant vraiment de ce salon. Vous avez compris qu'il était donc au Louvre, au Musée Royal des Arts. Il y a eu 782 exposants.
il y a eu déjà des refusés, puisqu'on parle beaucoup des refusés au XIXe siècle, et surtout pour 1863, puisqu'il y avait ce fameux salon des refusés. Mais en fait, tout au long du XIXe siècle, il y a eu des refusés, et même sous l'Ancien Régime, il y a eu aussi des refusés. Beaucoup moins, mais il y en a eu. En tout cas, là, il y a eu 451 refusés pour ce salon-là, et sur les exposants, 567 peintres, 1990 œuvres exposées, dont 1490 peintures, donc beaucoup de peintures. Et c'est organisé par le comte Auguste de Forbin. Donc, c'est un archéologue, c'était un peintre, il a été élève lui aussi de David, et comme j'avais expliqué, David a eu énormément d'élèves français, d'élèves étrangers, d'élèves sur plusieurs générations. Enfin, ça a été un atelier où il y a eu beaucoup d'élèves, et le comte de Forbin a fait partie de ses élèves. C'est un peintre de paysage d'Orient, de vues, de ruines et d'architecture. Il a été membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il a été directeur donc, des musées royaux. C'est pour ça qu'il a organisé ce salon, à la suite justement de Dominique Vivant-Denon, dont j'avais parlé à la première conférence. Et il est le créateur d'un nouveau musée en France, c'est le musée du Luxembourg. C'est en fait le musée des artistes vivants. Tous les artistes qui étaient récompensés au salon, leurs œuvres, sculptures, peintures, dessins, etc., allaient au musée du Luxembourg. En fait, c'est comme Beaubourg actuellement, c'est le musée des artistes vivants contemporains. Le Louvre, c'est le musée des artistes passés. Et, ben, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau. En fait, ce comte de Forbin a eu une importance énorme, et vous allez le comprendre tout de suite, sur ce salon de 1827 et sur les romantiques. Et puis ce salon a été exceptionnellement long. C'est le salon qui a duré le plus longtemps, je pense même du 19e siècle. Il a duré 6 mois, du 4 novembre 1827 jusqu'au 28 avril 1828. Il a commencé le 4 novembre, c'est pas une date au hasard, c'était la Saint-Charles, c'était donc le roi. J'avais dit que jusqu'en 1880, en fait, c'est l'État qui organisait. Et là, ça prouve bien, c'est le roi, pour l'anniversaire du roi, on ouvre ce salon. Et il a donc été très long, et il y a eu 4 accrochages successifs. Alors, vous allez comprendre, premier accrochage, j'ai mis quelques œuvres dites plutôt classiques de ce premier accrochage. On voit le roi, justement. Hop, non, je me suis trompé. Alors, je recommence en arrière, voilà. Donc, c'est là. Voilà. Et le fameux baron Gros qui a fait le portrait du roi. Alors là, des tableaux plus de l'ère romantique, donc avec Delaroche. Alors pour ceux qui étaient à la première conférence, Delaroche, Paul Delaroche, c'est celui qui avait fait Napoléon sur un mulet, traversant les Alpes. En tout cas, c'était Paul Delaroche, était vraiment un peintre majeur de cette époque-là. Et voilà. Et puis, il serait plutôt proche des romantiques, sans être à l'excès comme son voisin ici, Delacroix, avec le Christ au jardin des Oliviers. Et puis, c'est la première fois, comme j'en reparlerai au moment où je parlerai de l'école de Barbizon, je l'ai mis là, c'est la première fois qu'un certain Camille Corot participait au salon avec le pont de Narny. Et donc, sa formation, elle est vraiment très traditionnelle, mais il fait des études en plein air qu'il va réélaborer en atelier. Et donc, j'ai mis ici l'esquisse qu'il avait faite en Italie. Corot a fait trois grands voyages en Italie. Et donc, lors d'un de ces voyages, il a fait le pont de Narny, et d'après cette esquisse, il a fait un tableau fini. Alors, en gros, pour faire simple, ça c'est le tableau pas fini, et c'est ce genre de tableau qui sera remarqué et regardé par les impressionnistes. Et puis voilà le tableau fini. Pour être présenté au salon, quand on était plutôt de tendance classique, on finissait son tableau.
Et donc on mettait des personnages, bon voilà, enfin bref. On essayait de pas montrer les traces des coups de pinceau, etc. Alors que là, voilà, c'est ce genre de tableau qui sera vraiment regardé par les impressionnistes bien des années après. Deuxième accrochage, quelques tableaux de la tendance plutôt romantique. J'en ai mis 3, avec De Veria à gauche, un paysagiste Garneret à une marine, et puis Sigalan avec Attali. Mais c'est surtout ça qui s'est passé lors de ce deuxième accrochage. Ils ont ouvert une galerie qu'ils ont appelée le musée Charles X, donc du roi actuel, et ils ont fait décorer par des peintres les plafonds de cette galerie. Et là, j'ai mis donc Gros, on retrouve encore Gros en bas ici. Ensuite, ici, Picot, donc était un peintre classique. Et puis, Ingres, l'apothéose d'Homère. Alors, je vais reprendre l'apothéose d'Homère. C'était le plafond de la 9e et dernière salle du musée Charles X. C'est une œuvre néoclassique par excellence. Elle est inspirée de l'école d'Athènes, que j'ai mis ici, que l'on peut voir, donc de Raphaël, que l'on peut voir au musée du Vatican à Rome. C'est une véritable profession de foi classique. C'est une œuvre symétrique, au dessin léché. Là, on ne voit pas les coups de pinceau, justement. Homère, poète grec, devant un temple classique, majestueusement assis sur un trône couronné par l'univers, avec l'Iliade et l'Odyssée à ses pieds, reçoit l'hommage de tous les grands hommes de la Grèce, de Rome et des temps modernes. Alors, j'en reparlerai la fois prochaine. J'ai juste mis, je crois, alors attendez, oui, alors j'avais mis Homère, l'Iliade et l'Odyssée, et puis ici, voilà, Poussin. Vous voyez, Poussin, avec son doigt, il nous montre Homère. Et donc, la fois prochaine, je vous donnerai d'autres noms sur ce tableau. En tout cas, c'est le tableau classique par excellence, et ça a été un grand succès lors de ce salon de 1827. Donc, triomphe. Degas, presque 50 ans après, Degas, qui était vraiment attiré par Ingres et par les classiques, a fait un hommage à ce tableau, donc l'apothéose d'Homère, en intitulant cette photo l'apothéose de Degas. En tout cas, à ce troisième accrochage, le comte de Forbin a eu, alors est-ce que c'est l'excellente idée, je ne sais pas, a eu l'idée de regrouper tous les peintres que l'on va appeler romantiques dans le salon carré du Louvre. Donc c'est dans la salle d'honneur du salon. Il les a tous regroupés. Et donc, pour la première fois, Eugène Delacroix a présenté celui que j'ai entouré en rouge ici. Alors je reviens en arrière. La mort de Sadarnapal, ici. Et un critique a dit « Ne valait-il pas mieux n'ouvrir le salon que le 6 février ? Ce n'est vraiment que depuis le 6 février que la fleur de nos ateliers est enfin livrée à nos regards. » Là, c'était un critique qui était plutôt favorable au romantique. Alors, ça ne marche plus. Donc, je vous ai dit que à ce salon, le triomphe, ça a été l'apothéose d'Homère. Et en face, on avait ce tableau, donc de Delacroix, qui est presque unanimement rejeté par la critique. Ça s'éloigne trop de ce qu'ils avaient l'habitude de voir, de la peinture académique. Le roi légendaire d'Assyrie, cerné par l'ennemi dans l'attente d'une mort certaine, décide de se suicider avec ses esclaves et favorites. Tableau choquant par son sujet morbide et décadent, par le caractère chaotique de sa composition, sa débauche de couleurs qui noie totalement le dessin. Œuvre qui a abandonné toute convention formelle académique. Donc il est allé au bout du bout, et donc même ceux qui soutenaient quand même ces jeunes peintres novateurs et tout, ils n'ont pas compris. En fait, vous savez, les Demoiselles d'Avignon, quand certains ont vu les Demoiselles d'Avignon de Picasso, même ceux qui soutenaient Picasso, ils n'ont pas compris, c'était trop en avance. Et donc là, ça a été le grand scandale
de ce salon de 1827, le scandale. Mais j'en parlerai un peu plus quand je ferai la troisième partie sur Eugène Delacroix. Donc il y a eu d'autres accrochages, et le dernier accrochage, le quatrième accrochage, justement, tous les tableaux qui étaient trop osés ont été retirés. Forbin a dit, on va garder que les tableaux qui ont eu un consensus pour le long de ces 6 mois, pour accrocher les derniers tableaux. Et donc, pour résumer un peu ce salon, c'est l'événement artistique situé à une période charnière de l'histoire de l'art. Les premiers affrontements entre classique et romantique ont bien débuté lors du précédent salon de 1824, mais ce salon, il restera central parce que, puisqu'il verra l'État et la critique soutenir l'innovation, et notamment l'organisateur lui-même, le comte de Forbin. Cependant, il y a eu à peu près une 30 peintres seulement qui sont reconnus comme romantiques dans l'ensemble de ceux qui ont exposé. Ça représente environ que 14% des accrochages. Mais c'est beaucoup plus qu'en 1824, et donc les romantiques sont en train de monter en puissance. Et j'ai mis cette gravure à gauche, salon de 1827, entreront-ils, n'entreront-ils pas, avec un homme nu qui représente justement le classicisme, le néoclassicisme, et un homme habillé style Moyen-Âge, Renaissance, voilà. Et donc, c'est un grand combat entre le romantique et le classique à la portée du musée. C'était pour ça que cette année 1827 est une année charnière. Donc j'ai beaucoup parlé de romantisme, mais maintenant je vais essayer de vous expliquer ce qu'était le romantisme. Alors, par tradition, on dit souvent que le 19e siècle, c'est le siècle romantique. Comme on disait pour le 18e siècle, le siècle des Lumières. En tout cas, ce sont 2 siècles d'attitude de refus. Le 18e siècle, c'est un refus au niveau moral et politique. Donc, c'est tous les encyclopédistes, les philosophes des Lumières. Et puis le 19e siècle, c'est plutôt un siècle de refus au niveau des arts, justement. Puisque là, aujourd'hui, je vous parle de romantisme, je vous parlerai du réalisme, je vous parlerai de l'impressionnisme. Donc, tout le long du 19e siècle, il y a eu des refus des jeunes à chaque fois. En tout cas, le romantisme, ce qu'il faut savoir, c'est un mouvement culturel européen qui est né en Allemagne au XVIIIe siècle, d'abord dans le domaine littéraire, et puis en Angleterre. En fait, c'est une aspiration au romanesque, c'est-à-dire à l'imaginaire, à l'aventure, à la description de paysages. Et en France, ça a resté aussi d'abord un mouvement littéraire. Littéraire, en parlant de Chateaubriand, Victor Hugo, par exemple le théâtre de Victor Hugo, en rébellion contre la forme classique du théâtre, avec les 3 unités, unité de temps, de lieu et d'action, donc une réforme complètement différente. C'est de la tragédie classique, on est passé au drame romantique. Donc le romantisme, c'est d'abord littéraire, mais ça a été aussi musical, Berlioz, etc. Ça a été aussi donc pictural avec Géricault et Delacroix. Par-delà les différentes stylistiques et les singularités, le romantisme apparaît comme un art audacieux, né du classicisme et pourtant en réaction contre lui, caractérisé par ses sujets, inspirés de l'histoire nationale, du Moyen-Âge, de l'Orient, et par une nature dépressive volontiers empreinte de morbidité et de nostalgie. En fait, voilà. Là, c'est Friedrich, en Allemagne, ce sont des tableaux qui sont dits romantiques. Et d'ailleurs, il disait, le divin est partout, puisque jusque dans le grain de sable. Et le sculpteur David d'Angers a dit quelque chose que je trouve très, très juste. Cet homme a découvert la tragédie du paysage. En Angleterre, on a Constable. Je suis né pour peindre mon propre pays, ma chère Angleterre, avec 3 tableaux que j'ai eu là, mais celui en haut, justement, c'est le salon précédent, le salon de 1824, où il y a eu déjà donc, cette première différence entre les romantiques et les classiques. Eh bien, il a eu une médaille d'or avec la charrette de foin.
Et ce tableau sera regardé notamment par tous ceux qu'on va appeler de l'école de Barbizon, et même les impressionnistes vont regarder ce tableau. Rendre la nature sans idéalisation, en se concentrant sur les phénomènes tels que le vent, les nuages, les brèves éclaircies, quête d'authenticité, de sincérité, de manière naturelle et sans prétention. Voilà, c'est un tableau, non pas un tableau d'histoire, mais c'est un tableau qui représente l'environnement de Constable. C'est vraiment près de chez lui. Hein. Turner, donc, on le classe aussi parmi les romantiques. Et le tableau en bas à droite, déjà mon style, c'est l'atmosphère. Et voilà, ce tableau sera vraiment un chef-d'œuvre pré-impressionniste. On est en 1844. Hein. J'ai entendu à la radio aujourd'hui qu'on allait fêter les 150 ans l'année prochaine de l'impressionnisme, parce qu'ils partent de 1874, la première exposition impressionniste. Donc on va fêter les 150 ans. Bref, là, on est bien avant, et ce tableau, il est vraiment pré-impressionniste, il est impressionniste. Le romantisme en France. Alors, j'ai pris deux précurseurs du XVIIIe siècle, avec Joseph Vernet. Vous savez, c'est une famille de peintres sur 4 ou 5 générations. Louis XV lui commande 24 tableaux des ports de France. Et donc, il en a réalisé 15. Mais celui-ci, je trouve qu'il est trop... Celui-là, par contre, il est beaucoup plus romantique. Si on regarde, si on revient en arrière, entre celui-ci beaucoup plus classique et celui-ci, je ne me trompe pas, voilà, Port de Sète, alors c'est pas moi, j'ai pas mal écrit, hein. Sète s'écrit bien comme ça, et c'est bien la ville de Sète que l'on connaît. Et Pierre Robert, qui vit, on l'a appelé le peintre des ruines, il a fait donc le Louvre en ruine, à côté du Louvre de la galerie qu'on voit bien construite, hein, mais il a fait cette galerie en ruine, voilà. Et vous voyez, conservateur du Muséum central des arts, c'est comme ça qu'on a appelé le Louvre pendant la Révolution française. Il s'appelait donc le Muséum central des arts de la République, si on prend le terme complet. Voilà, mais je l'avais rajouté. Donc voilà la galerie pleine, et puis la galerie à droite en ruine. Et les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes, tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure, qu'il est vieux ce monde. Voilà. Et donc on peut le classer dans le pré-romantisme, ce Hubert Robert. De même que le Sommeil d'Endymion de Girodet, qui dit « Je tâche de m'éloigner de son genre », de David. David, c'était son maître, hein, le maître néoclassique. Je tâche de m'éloigner de son genre autant qu'il est possible. Et quand on regarde ce tableau, il est plus romantique que classique, même s'il y a un nu, hein, mais il est plus... Et puis j'ai repris celui-ci, puisque je vous en avais parlé, et j'ai repris même exactement le tableau de Gros, et ça marche plus, c'est un tableau qui s'éloigne de la peinture néoclassique de David, le réalisme des personnages au premier rang, et annonce les œuvres des peintres romantiques Géricault et Delacroix. Voilà. Donc, ce sont deux élèves de David qui ont fait évoluer le classicisme vers le romantisme. En fait. Donc, la première grande star du romantisme, du peintre romantique en France, c'est Géricault. Géricault, qui est un peintre, dessinateur, lithographe, sculpteur, qui a été élève de Carl Vernet, un de la famille des Vernet, et de Pierre-Narcisse Guérin. Il se lie d'amitié avec Delacroix dans l'atelier de Pierre-Narcisse Guérin. Ils étaient tous les deux ensemble. C'est le peintre, bien sûr, du radeau de la Méduse. Il est passionné de cheval. Il fait donc des peintures équestres. Il fait aussi des portraits de malades mentaux. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très nouveau. Et par rapport aux chevaux, Delacroix aurait dit le mouvement, l'âme, l'œil du cheval, sa robe, le brillant de ses reflets, voilà ce qu'il a rendu comme personne. Et en fait, on dit qu'il est mort à cause des chutes de cheval, parce qu'il faisait beaucoup de chevaux, de balades en cheval. Mais en fait,
officiellement, il a été déclaré mort de chute de cheval, mais officieusement, c'est plutôt de maladie vénérienne. Alors, le radeau de la Méduse, c'est un très très grand tableau. Hein. Vous voyez qu'il fait 5 mètres sur plus de 7 mètres, très très grand tableau. C'est un tournant dans la peinture d'histoire. Fait divers polémique du naufrage de la frégate française La Méduse au large du Sénégal en 1816, relayé par la presse. Le titre du tableau était Scène de naufrage. Il n'a pas écrit, quand il a présenté ce tableau donc au salon, il n'a pas écrit le radeau de la Méduse, mais tout le monde savait que c'était le radeau de la Méduse parce que je vous dis, la presse en avait beaucoup parlé. En tout cas, il l'a intitulé Scène de naufrage. Et sur plus de 150 personnes sur le radeau, 10 seulement furent sauvées 13 jours après. Théodore Géricault a lu les écrits des 2 rescapés et reconstitué dans son atelier le radeau pour pouvoir faire ce tableau. Il a étudié de vrais cadavres, donc j'ai mis quelques esquisses qu'il a fait de cadavres. C'est un tableau réaliste, les cadavres, mais aussi un idéal néoclassique. On retrouve des nus athlétiques, on retrouve une composition, non pas en frise comme je vous avais dit par rapport au classicisme, mais une composition en pyramidale, en pyramide, en double pyramide, même si en plaçant au sommet de la pyramide un homme noir, Géricault a-t-il voulu dénoncer l'esclavagisme parce qu'il n'en a jamais parlé, mais les historiens d'art pensent qu'il l'a fait exprès de mettre un homme noir qui est en train de... Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais... Ah non, ça, je me suis trompé. Alors je reviens. Tac. C'est là. Alors là, il y a un bateau au loin. On ne le voit pas beaucoup là. Il y a un bateau, donc il est en train de faire signe au bateau. Donc là, je ne me trompe pas. Donc je vous ai dit qu'il faisait de la peinture équestre. Là, c'est un tableau grandeur nature. Ce militaire quitte le champ de bataille. On est loin de l'héroïsme des batailles napoléoniennes, symbole de la défaite des armées napoléoniennes lors de la campagne de France. Ce tableau illustre la désillusion des jeunes générations à la chute de l'Empire. Et là, je vous ai mis à côté, 2 ans avant, il a fait un autre tableau équestre, mais complètement différent de celui-ci. Cet officier de chasseur à cheval, là, une toile bien différente, qui a eu une médaille d'or d'ailleurs au salon. Il n'avait Géricault que 21 ans, où l'on voit toute la virtuosité du jeune peintre, position héroïque et dessin du cheval. 2 tableaux complètement différents à 2 ans de différence. Et puis celui-ci, tableau très connu aussi, le Derby d'Epsom de Géricault, donc tableau peint à Londres où il découvre le naturalisme anglais, pur sang lors d'une course. On appelle ça le galop volant. Il ne pouvait pas savoir, Géricault, quand il a fait ce tableau, qu'en fait, alors je vais vous le montrer, à Muybridge, il avait photographié le galop du cheval, et en fait, alors là que je ne me trompe pas, quand les pattes ne touchent pas le sol, elles sont repliées sous le vent plutôt que comme il a fait. Hop, voilà. Les jambes. On dit les jambes. Et ça se rassemble. Voilà, c'est les jambes. Et non pas les pattes. J'avais dit les pattes, hein? Oui. Ouais, mais voilà. C'était les jambes. En plus, j'ai marqué pattes, donc je corrigerai. En réalité, Géricault a cherché à illustrer la vitesse, et il a réussi, à mon avis, de nous montrer la vitesse. Et le flot de sombres nuages ajoute une forte tension dramatique à cette scène d'un genre nouveau dans la peinture française. Et puis, je vous avais dit qu'il avait fait donc, des portraits sur la folie. Et donc, la série des monomanes, avec celle du milieu. En fait, cet inquiétant portrait de femme appartient à une série de 10 monomanes. Il n'y en a que 5 de connus. J'ai mis les 5. Les 5 sont là. Visage profondément humain de l'aliénation mentale, traité avec le plus grand réalisme, loin de toute idéalisation classique. Donc vous voyez, on n'est plus dans le classicisme cher à David. Et l'autre star, bien sûr, du romantisme, c'est Delacroix, c'est le chef de file du romantisme, puisque
Jéricho est mort jeune. En fait, ça aurait pu être Jéricho, dont on parlerait maintenant, plus que de la croix, mais comme il est mort jeune, c'est de la croix qui a pris la suite de la notoriété de Jéricho. Donc romantique, couleur, mouvement, arabesque, composition non symétrique. Le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil. Ça, c'est une citation de Delacroix. Et donc, nous arrivons à la troisième partie où je vais vous parler d'Eugène Delacroix. Alors, il existerait déjà un doute sur la paternité de Delacroix. En fait, il serait peut-être le fils de Talleyrand. En tout cas, officiellement, son père s'appelle Charles Delacroix. Il est secrétaire de Turgot, qui est un ministre de Napoléon. Il est donc né dans un milieu favorisé et il reçoit une excellente éducation. Il a une formation artistique néoclassique, puisqu'il a été élève de Pierre-Narcisse Guérin, qui était lui-même néoclassique. Et c'est, comme je vous ai dit, dans cet atelier qu'il a rencontré Jéricho, qui était 7 ans son aîné. Les années 1820-1830, c'est des années de succès et de scandale au salon. À 24 ans, premier salon, 1822, grand succès avec ce tableau, la barque de Dante. Goût pour la littérature de la Renaissance, extrait de la Divine Comédie, poème de Dante, s'écarte des modèles néoclassiques, inspiration auprès de Michel-Ange et Rubens, travaille le clair-obscur, cherche à exalter une dramaturgie nouvelle. Donc ce tableau est typiquement un tableau romantique, complètement différent des tableaux classiques que je vous ai présentés la dernière fois. Il a été acheté par l'État. Je vous ai dit que l'État, pour la première fois, soutenait les novateurs, comme Delacroix. Donc il a acheté 2000 francs par l'État et il a été au musée du Luxembourg, puisque c'est le musée des artistes vivants. Et ce tableau a été copié par énormément de peintres. Là, j'en ai cité Manet, j'ai cité Cézanne. Je n'ai pas mis d'accent sur Cézanne, parce qu'il y a soit on l'écrit à l'italienne, il n'y a pas d'accent, soit on l'écrit en français et on met un accent. Et j'ai remarqué qu'au musée d'Orsay, il y avait des cartouches où il y avait marqué avec accent et sans accent. Donc, et puis Adolphe Thiers, il a été critique d'art et il soutenait, donc sous la Restauration, il soutenait les novateurs. Monsieur Delacroix a reçu le génie. Donc, il est soutenu par Thiers. Et vous allez voir que ça va avoir des conséquences par rapport aux commandes qu'il va pouvoir avoir plus tard. Je reviens sur ce massacre de Sceaux. En 1822, donc, une assemblée de tous les Hellènes proclame l'indépendance de la Grèce et la répression ottomane est terrible, immédiate. Sur l'île de Chios, ou Scio en génois, en mer Égée, elle fait au moins 30 000 morts et autant d'esclaves vendus. Ce tableau, donc, représentation des persécutés de l'île de Chios lors de cette guerre qui oppose les Grecs et les Ottomans. Premier plan, on voit des cadavres des mourants, au centre un vide vers un horizon lointain. C'est une composition complètement inhabituelle pour un tableau d'histoire. Donc c'est un tableau très novateur pour l'époque. Et donc il était donc présent, lui, au salon de 1824. Ça a été un grand scandale, mais l'État a acheté ce tableau. Il a été même médaillé et il a été restauré il n'y a pas très longtemps, en 2020. Delacroix brise les règles classiques de la peinture en faisant ce genre de tableau. Et puis il faut bien parler de la mort de Sardanapale. Donc, comme je vous ai dit, c'est un roi assyrien. J'ai oublié de dire que c'était un drame de Lord Byron, celui qui est mort justement en Grèce. Représentation d'un roi assyrien légendaire détruisant son palais sur le point d'être assiégé par un rival avec mise à mort de son harem. Et j'ai extrait du livret cette citation. Alors, je vous ai déjà dit, le livret
maintenant, on parle de catalogue d'exposition. À cette époque-là, au XIXe siècle, on parlait du livret d'exposition. Les révoltés l'assiégèrent dans son palais. Couché sur un lit superbe, au sommet d'un immense bûcher, Sardanapale donne l'ordre à ses eunuques et aux officiers du palais d'égorger ses femmes, ses pages, jusqu'à ses chevaux et ses chiens favoris. Aucun des objets qui avaient servi à ses plaisirs ne devait lui survivre. Et donc c'est un tableau qui a été très très critiqué. C'est un sujet, guerre morale, hein, c'est l'apologie vraiment de la cruauté. C'est un usage excessif de l'arabesque, composition non claire, non lisible. Bref, c'est le deuxième grand scandale d'un tableau de Delacroix et de ce salon de 1827. Je continue toujours dans les années 1820-1830, au salon de 1831, la liberté guidant le peuple, qui lui non plus ne s'appelait pas comme ça à cette époque-là, mais s'appelait scène de barricade. Il est devenu le symbole de la République, donc on n'était pas en République là encore, hein, de la liberté et de la démocratie. Pourtant, on commémore avec ce tableau-là, on commémore que les trois glorieux, c'est-à-dire le 27, 28, 29 juillet 1830. Et ce qui va amener donc le nouveau roi et la monarchie de juillet en 1830. Sur la barricade, une femme portant une arme d'une main et le drapeau français de l'autre, bonnet phrygien sur la tête, c'est une allégorie de la France, de la liberté. Et un enfant, archétype de gamin de Paris, qui inspirera 30 ans plus tard le Gavroche de Victor Hugo. Delacroix cite le radeau de la Méduse en faisant apparaître au premier rang des cadavres. Donc voilà, on retrouve les cadavres comme sur le radeau de la Méduse. C'est un tableau plutôt réaliste, novateur, rejeté par la critique. Vraiment, M. Delacroix a atteint notre belle révolution avec de la boue. Acheté par le ministère de l'Intérieur et non par la couronne, c'est pas le roi qui l'a acheté, hein, 3 000 francs. C'est une somme qui est assez modeste pour ce grand tableau. Et en fait, la monarchie de Juillet l'a acheté, mais il l'a caché au public. Il a fallu attendre vraiment la grande exposition universelle de 1855, où il y avait une pièce consacrée à Delacroix, et Delacroix a mis ce tableau. Et donc le grand public ont découvert ce tableau que très tard en fait. Il est entré au musée du Luxembourg, donc le musée des Arts Vivants en 1863, et puis au Louvre en 1874, sous la Troisième République. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de la République quand on voit ce tableau. Il a servi à beaucoup de choses. Le billet de 100 francs qu'on a tous connu, la Palestine, là on y est en plein, ils se sont servis de ce symbole sur le mur, et puis le Louvre-Lens a exposé ce tableau. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Louvre-Lens, c'est un musée exceptionnel. Pour moi c'est un musée exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec le Louvre de Paris, rien. Sauf que ce sont des œuvres du Louvre qui sont au Louvre-Lens. Au Louvre-Lens, il y a une grande galerie qui est très longue et qui nous permet de remonter le temps du temps de la Mésopotamie jusqu'au XIXe siècle, et on remonte ce temps dans une seule pièce, c'est pas plein de pièces, c'est une seule grande galerie. On remonte et on part donc avec les objets mésopotamiens, et puis égyptiens, grecs, et on continue, on remonte le temps, et sur le mur, on peut situer à chaque fois la date où on se trouve. Donc il suffit de tourner la tête pour savoir à quelle époque on est, et donc on a des œuvres de toutes sortes d'œuvres qui sont changées assez régulièrement, et c'est pour ça qu'en 2013, moi j'y suis allé plusieurs fois au Louvre-Lens, mais je ne l'ai pas vu en 2013, ils ont prêté le tableau qui ne quitte normalement jamais le Louvre, Paris, pour le Louvre-Lens. Mais c'est un musée absolument extraordinaire. Donc ça c'est la galerie du temps, ils appellent ça, et il y a toujours des expositions temporaires qui sont aussi très bien. J'ai vu les frères Lenain par exemple, une super exposition, ou pas longtemps il y avait une super exposition sur l'histoire du paysage, enfin c'était très bien. Voilà, donc c'était pour parler du Louvre-Lens. Maintenant je reviens à Delacroix. Delacroix,
l'année 1832, il a fait un voyage au Maroc. C'était pour un voyage avec diplomate, pour suivre un diplomate. Et donc, à son retour, il a peint des œuvres du Maroc ou là de l'Algérie, puisque c'est les femmes d'Alger, dans leur appartement, puisqu'il avait fait un crochet par l'Algérie. Donc, à son retour du Maghreb, je croyais rêver. J'avais tant de fois désiré voir l'Orient. Alors, l'orientalisme, je ne vais pas beaucoup en parler, mais l'orientalisme, ça a été un mouvement qui a concerné tous les mouvements artistiques, qu'ils soient classiques ou romantiques. L'orientalisme a touché tout le monde. Et donc, lui, Delacroix dit « Je croyais rêver. J'avais tant de fois désiré voir l'Orient que je l'ai regardé de tous mes yeux et croyant à peine ce que je voyais. » C'est une œuvre préférée de Renoir et même de Picasso, qui en fera plein de copies. Salon de 1834, acheté par le gouvernement de Louis Philippe pour le Louvre, synthèse d'orientalisme et de romantisme, des femmes d'Alger. Quelques critiques, les yeux n'ont pas de regard, les membres sont bouffis, donc ça, c'était pas quelqu'un qui soutenait le romantisme. Théophile Gautier, des femmes charmantes d'une beauté toute orientale. Charles Baudelaire, la toile respire la mélancolie dans ce poème d'intérieur plein de repos et de silence. Il sera un très très grand défenseur de Delacroix, Baudelaire. Charles Blanc, le directeur de l'Académie des Beaux-Arts, y voit l'illustration de toute la théorie de la couleur de Delacroix. Paul Signac, dans son ouvrage, donc à la fin du XIXe siècle, son ouvrage d'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, il cite Delacroix comme le père du néo-impressionnisme et des théories divisionnistes de la couleur. Donc il part de Delacroix pour aller jusqu'au néo-impressionnisme. Donc il a fait plus de 62 toiles liées au Maroc et à l'Algérie, avec tout ce qu'il avait pris et ce qu'il avait vu pendant son séjour. En 1855, il avait une salle pour exposer ses toiles. C'est Delacroix, au fait d'une carrière émaillée de scandales et de quelques succès, première grande exposition européenne avec 5000 œuvres d'art exposées. Donc à l'exposition universelle de 1855, pour la première fois, les œuvres d'art étaient exposées aussi. Donc Paris, capitale des arts, grande place accordée à 4 peintres représentant l'école française, dont Ingres et Delacroix, qui ont chacun une salle entière, et puis Decamps et Vernet, qui étaient bien représentés aussi. Delacroix expose 35 toiles retraçant 33 ans d'activité depuis la barque de Dancre, que je vous ai montré au premier salon, de 1822, jusqu'à la dernière commande de l'État. C'est celle-ci, ce que j'ai mis à droite, la chasse au lion. La chasse au lion constituait une nouveauté pour laquelle l'État avait laissé le libre choix à Delacroix. L'État donc avait demandé pour l'exposition universelle à Delacroix de faire une œuvre. Et il a fait donc la chasse au lion. Il s'intéressait à la représentation animalière dès la fin des années 1840, en se rendant au Jardin des Plantes, à Paris, avec son ami le sculpteur Antoine Loubary, en pensant aux œuvres de Pierre-Paul Rubens au XVIIe siècle. Par exemple, lui, il avait fait la chasse au tigre. Baudelaire a dit « La chasse au lion est une véritable explosion de couleurs, que ce mot soit pris dans le bon sens. Jamais couleurs plus belles, plus intenses, ne pénétrèrent jusqu'à l'âme par le canal des yeux. » Seul Paul Mans qui a dit « Seul le paysage est superbe ». Il n'était pas très pour les romantiques. Et donc je vais finir l'œuvre de Delacroix par Delacroix, grand décorateur à Paris. Sur les 30 dernières années, il a eu beaucoup de commandes de décoration d'établissements publics comme d'établissements religieux. Le Palais du Luxembourg, le Palais Bourbon, l'église Saint-Sulpice, l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement, le Louvre et l'hôtel de ville. Alors l'hôtel de ville, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer beaucoup de choses puisque l'hôtel de ville a brûlé au moment de la Commune de Paris. Donc les œuvres qu'il y avait dans le bâtiment, on n'a pas pu les voir, on ne peut plus les voir. Par contre, les autres, oui. Mon cœur bat plus vite que quand je me trouve en présence de grandes murailles à peindre.
Et donc je commence par l'Assemblée nationale, juste le salon du roi, qui est devenu depuis le salon de la Croix, où là, c'est la première commande officielle de l'État. C'est Thiers, vous savez, Thiers, celui qui l'a soutenu dès le départ, qui a fait cette commande. Il était ministre des Commerces et des Travaux publics. Donc cette commande, dans cette pièce-là, il a fait donc sur les 4 murs, le décor symbolise la force de l'État par une représentation de l'agriculture, la guerre, l'industrie et la justice. Et j'ai mis juste « Vous m'avez offert », et ça c'est donc Delacroix qui écrit à Thiers, « Vous m'avez offert par pure amitié pour moi une de ces occasions décisives qui ouvre à un artiste une carrière toute nouvelle et qui doivent l'agrandir nécessairement si elles ne mettent à nu son impuissance. » Et voilà l'agriculture, donc un des murs de cette pièce. Ensuite, au Palais Bourbon, il a fait aussi le plafond de la bibliothèque. C'est une deuxième commande. Et là, il a illustré différentes disciplines du savoir, la poésie, la théologie, législation et l'éloquence, histoire et philosophie et sciences. Mais là, je n'ai pas trouvé pour rapprocher, montrer plus dans le détail. Par contre, ici, c'est la salle de lecture du Palais du Luxembourg, le Sénat, donc dans la bibliothèque, où il a fait cette coupole. Et c'est aussi une commande de Thiers, qui était président du Conseil cette fois-ci, plus ministre, mais président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre. Monumentale coupole de 7 mètres de diamètre, 3,50 mètres de hauteur, plus 4 pendentifs, inspirés de l'enfer de Dante, représentant l'Élysée où sont réunis les grands hommes de l'Antiquité en 4 groupes. Et là, j'ai pris ce groupe-là autour de Homère, puisque j'ai parlé d'Homère tout à l'heure, l'apothéose d'Homère. Homère, le plus célèbre poète grec, aveugle, bâton à la main, accompagné de poètes latins, Ovide, Stace et Horace, accueille Virgile en noir, qui lui présente Dante en rouge. Voilà. Et ça, c'est une partie de ce que l'on peut voir dans cette coupole. Ensuite, la galerie Apollon du Louvre. Alors, en fait, le Louvre donc, a été habité par Louis XIV, puis il est parti à Versailles, et donc il a laissé la galerie Apollon inachevée. Elle avait été commencée, il y avait déjà des peintures de Charles Lebrun, donc, qui était le premier ministre de Louis XIV, mais Delacroix, il peindra ce tableau à Apollon, vainqueur du serpent Python, dans l'emplacement central du plafond, qui n'était pas peint. Et là, c'est un véritable manifeste pictural du romantisme, avec le mouvement, les couleurs, etc. Et alors, donc comme je vous ai dit, l'hôtel de ville incendié, donc je ne peux rien vous présenter. Par contre, il y a eu quelques esquisses, quelques dessins qu'on a retrouvés. Celui-là, ou bien regardez, j'ai pris cette esquisse, a été achetée par le Louvre en décembre 2019, il n'y a pas longtemps, hein. Elle a été achetée et on voit que facilement agrandie grâce à la mise au carreau dont les traces sont encore visibles. Alors vous voyez, il y a des traces là, hop, ça ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Il ne marche pas. Là, il s'éteint. Vous voyez les traces, et donc la mise à carreau, ça permettait d'agrandir et de le faire sur le mur. La mise au carreau. L'édifice religieux, donc Saint-Denis du Saint-Sacrement, une première commande du préfet Rambuteau en 1840. Et donc là, la chapelle où j'ai peint ma Pietà était tellement obscure que je n'ai pas su d'abord comment peindre mon tableau. J'ai été obligé alors de peindre dans le cadavre du Christ des ombres avec du bleu de Prusse, les lumières avec du jaune de chrome pur. Et Paul Mans, qui là a changé d'avis, alors que pendant toute une période il n'était pas pour les romantiques, là il a changé. Et n'est-ce pas une chose incroyable que de voir comment, au fond d'une chapelle où le soleil n'ose jamais entrer, sous les rayons obliques d'un jour douteux,
M. Delacroix a pu exécuter une peinture d'une couleur si énergique et d'un si puissant effet. En fait, pour Baudelaire, c'est le chef-d'œuvre qui laisse dans l'esprit un sillon profond de mélancolie. Et je termine par la chapelle des Saints-Anges de l'église Saint-Sulpice. C'est la dernière commande, où il a représenté 3 scènes de bataille: Saint-Michel terrassant le dragon, et Héliodore chassé du temple, et la lutte de Jacob avec l'ange. La peinture me harcèle et me tourmente de 1000 manières à la vérité, comme la maîtresse la plus exigeante. Depuis 4 mois, je fuis dès le petit jour et je cours à ce travail enchanteur comme au pied de la maîtresse la plus chérie. Ce qui me paraissait de loin facile à surmonter me présente d'horribles et incessantes difficultés. Et voilà donc le plafond avec Saint-Michel terrassant le dragon. Je me suis dit 100 fois que la peinture, c'est-à-dire la peinture matérielle, n'était que le prétexte, que le pont entre l'esprit du peintre et celui du spectateur. Le mur de droite, avec Héliodore chassé du temple, et le mur de gauche, avec Saint-Michel terrassant le dragon. En fait, c'est vraiment le testament spirituel et l'aboutissement de sa carrière, en fait, son combat pour la peinture. C'est pas la Jacob et l'ange? Ouais, exact. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça marche plus. Ah si. Je ne pouvais pas ne pas parler de son journal, parce que c'est quand même un monument. Grand génie de la peinture française et universelle, Delacroix révèle ses talents extraordinaires d'écrivain à travers ce journal. Publié pour la première fois par la librairie Plomb en 1893, le journal comprend 2 parties distinctes, 1822 et 1824, et là il y a un arrêt, et il reprend de 1847 à 1863, date de sa mort, séparé donc par un intervalle de 23 ans. Et donc c'est vraiment un monument unique à lire, et c'est vraiment très très intéressant. Il parle beaucoup de la couleur justement. Quelque temps après la mort de Delacroix, sa domestique Julie a porté chez le peintre Constant Dutilleux, chez qui, alors là j'en ai pas parlé, mais Delacroix a appris une technique de photographie qu'on appelle le cliché vert. Et c'est chez ce peintre-là, Constant Dutilleux, qu'il a appris ça. Un paquet volumineux expédié par la gouvernante du maître, Génie Le Guillou. Quelle surprise de découvrir cahier et agenda tout remplis de l'écriture de son illustre ami, d'autant que le bruit s'était répandu au moment des funérailles que Delacroix avait ordonné à sa gouvernante de les brûler devant lui alors qu'il était déjà alité. Mais heureusement qu'elle n'a pas fait parce que c'est vraiment un monument. Eh bien, malgré tout, il a été académicien fort tard, il a été reconnu fort tard, puisque à la 7e tentative, il a été accepté au sein de l'Académie des Beaux-Arts, et donc il est devenu académicien à 59 ans. Delacroix à Paris, il a occupé 10 logements, changé 6 fois d'atelier, avant de s'installer dans celui du 6 rue Furtenberg, qui est donc maintenant le musée Delacroix depuis 1932, et il est mort dans cette maison. Puisqu'on est dans les Sommes, j'ai mis Delacroix à Champrosay, donc sur la commune de Draveil. Il s'installe à Champrosay au bord de la forêt de Sénart à partir de l'été 1844. D'abord locataire de la ferme de l'Hôtel Dieu, puis dès 1852 locataire dans cette maison qu'il achètera en 1858. Et cette maison même, elle sera louée après sa mort par Alphonse Deray pour résidence d'été. Delacroix a toujours accordé une place importante au paysage, mais il a peint de rares paysages purs, environ une vingtaine seulement, et donc comme j'ai retrouvé un paysage à Champrosay, je vous l'ai mis en bas à droite. L'hommage à Delacroix d'Henri Fantin-Latour, donc après la mort de Delacroix, il a fait ce tableau hommage à Delacroix, où il a mis sur toute la... alors, non, il ne marche pas bien. Hein. Il ne marche pas bien. Là c'est que des peintres. Là, tout ça, c'est des peintres. Donc, on reconnaît ici Manet, Whistler,
Bracquemont, Le Gros, et puis j'ai oublié les autres. Et puis en bas, ceux qui ont soutenu Delacroix, ce sont des critiques. Alors vous reconnaissez bien sûr ici Baudelaire, ici c'est Champfleury, et lui, Duranty. D'ailleurs, je crois que je l'avais mis là, oui. Donc je ne me suis pas trompé, Duranty, Champfleury et Baudelaire, c'est bien ça. Les peintres, ouais, c'est ça. Voilà, donc hommage à Delacroix. Fantin-Latour, il est en blanc, oui. Je ne l'ai pas précisé, mais il est en blanc. Eugène Delacroix, le père de l'art moderne. Delacroix a été et demeure un maître pour les artistes du XXe siècle, Matisse, Picasso, Chagall. Sa fidélité à son génie propre, son talent à saisir l'instant, son génie de la couleur, son sens de l'intrigue le désigne comme l'un des plus grands créateurs français. Et tous ces peintres ont regardé Delacroix de leur vivant. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Dans le musée de la Croix, il y a beaucoup de toiles à lui. C'est pas grand-chose. Elles sont où ces toiles principalement? Il y en a qui ont été perdues? Au Louvre. Au Louvre. Il faut aller au Louvre. Non, mais tout ce qu'il n'y a pas là, il n'y a pas au Louvre. Ah non, mais il y a toutes les grandes décorations qu'on peut voir en allant au Louvre, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les églises, comme à Saint-Sulpice par exemple. Et j'ai vu par exemple à Saint-Sulpice, là, ils sont tous rénovés. Et moi j'avais vu avant rénovation et après rénovation, et on voit une différence énorme. Ils sont bien, les couleurs, on les voyait plus bien dans cette chapelle. Et là, on les voit plus bien. Non, il faut aller au Louvre pour voir les deux Un inconvénient aux églises, c'est la fumée aussi. Ben oui, ça lit beaucoup à force. Oui. Alors c'est très curieux parce qu'à Saint-Sulpice, ils ont rénové donc cette chapelle, mais il y a d'autres chapelles, il y a plein de chapelles dans Saint-Sulpice, et il y en a qui sont toutes sombres, on voit rien, et là, on voit la différence, c'est extraordinaire. Non, au musée en fait, il y a son atelier. Et donc j'ai mis quand même la suivante. C'est là. Voilà, c'est le mardi 19. Et donc le mardi 19 décembre, je vous parlerai de l'année 1839 avec les communiqués de François Arago, puisque je vous parlerai de la photographie, et c'est l'annonce officielle de la photographie en France en 1839. Et j'en profiterai pour parler d'Ingres, puisque parler de peintre du 19e siècle, on est obligé de parler d'Ingres. Et Ingres a signé une pétition contre la photographie. Il ne voulait pas que la photographie devienne œuvre d'art, donc il a signé une pétition, mais les historiens d'art ont fait des recherches et on sait très bien maintenant que Ingres s'est servi de photographie pour faire ses tableaux, et il a demandé à des photographes très connus de photographier ses œuvres pour en garder un souvenir. Donc en fait, il était contre, il s'est servi quand même de la photographie. Est-ce qu'il y a des œuvres de Delacroix, Champ-Rosay? Non. Non. La maison que je vous ai montrée, c'est une maison privée, donc on ne peut même pas la voir. C'est juste pour l'histoire. Ouais, voilà. Comment ça se passait un jury là au salon? Parce que vous avez parlé de toiles refusées. En fait, qui est-ce qui décidait d'accrocher ou de pas accrocher les œuvres? Alors, le jury était constitué souvent d'académiciens qui étaient plutôt pour le classicisme. Et c'est pour ça que tout au long du 19e siècle, il y a eu sans arrêt des problèmes, puisque tous les novateurs étaient très souvent, pas toujours, mais très souvent refusés. Corot a participé, alors je parle de Corot, mais Daubigny aussi ont participé au jury. Et justement, eux qui étaient ouverts aux novateurs ont réussi à faire passer quelques toiles au salon. Mais le gros problème, c'est qu'on est dans un système académique, donc il y avait l'Académie des Beaux-Arts, il y avait
l'école des beaux-arts et le salon. Et donc ce système-là était très fermé. Et pendant tout le 19e siècle, ils avaient des problèmes comme ça, parce que ceux qui peignaient autrement étaient très souvent refusés. Et voilà, Théodore Rousseau, puisque j'en parlerai quand je parlerai de l'école de Barbizon, on l'a appelé le grand refusé, parce que pendant très longtemps, il a été tout le temps refusé. Et c'est en gros grâce à la Seconde République, en 1848, qu'il a pu, et il a été même au membre du jury. Donc voilà. Mais c'est parce que c'était un système très fermé. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, en fait, le 19e siècle, c'est un siècle au moins un siècle de transition, puisqu'on est parti d'un système académique très fermé, justement, à un système marchand, puisque ce sont les marchands qui ont aidé, justement, les novateurs. Pas trop encore dans la première moitié du 19e siècle, mais la deuxième moitié, oui. Même Rosa Bonheur, qui pourtant était quand même une peintre réaliste, mais plutôt académique, elle n'avait pas besoin de marchand, mais c'est un marchand qui s'est occupé d'elle, et elle n'avait même plus besoin de participer au salon. Ils ont fait un réseau parallèle. En fait, on est passé d'un système à un autre, et le système qu'on connaît actuellement, c'est le système des marchands d'art, c'est les galeries et tout ça. C'est eux qui font des faits. Mais c'est au 19e siècle que tout a changé. J'étais surpris sur une des diapos, dans un des salons, on pouvait dénombrer exactement le nombre d'œuvres classiques et le nombre d'œuvres, et c'est toujours tout blanc, tout noir. Il n'y a pas des œuvres où... Si, ben justement. Si, en fait, j'ai mis plutôt, je crois que j'ai mis même plutôt classique ou plutôt romantique. Mais après, comment expliquer ça? Delacroix, il est allé au bout du romantisme, c'est-à-dire que ses peintures allaient au bout de ce qu'il pouvait présenter en peinture. Et donc, il y a eu beaucoup de peintres qui ont été sensibilisés par les deux approches, l'approche classique et l'approche romantique, c'est-à-dire l'approche de la couleur ou l'approche du trait, de la ligne. Et donc, en fait, après, on a parlé d'éclectisme, c'est-à-dire une peinture qui mélangeait un petit peu les deux. Mais avec Courbet, par exemple, le réalisme, donc j'en parlerai quand je parlerai du réalisme, c'est pas celle-là, mais c'est au mois de janvier maintenant, que pareil, Courbet, donc ça a été le chef du file du réalisme, mais il y a eu beaucoup de peintres qui ont fait du réalisme sans aller aussi loin que Courbet a pu faire. Donc ils ont mélangé cette approche dite académique au niveau de la composition et tout ça, et de cette nouvelle approche du réalisme, comme là, ou du romantisme là. Donc ils ont mélangé les deux. Donc, voilà. Et cela, il passait plus facilement. C'est comme toujours, dès qu'il y a un novateur, ou des novateurs qui apportent quelque chose de nouveau, ils sont plus refusés que les autres. Et petit à petit, voilà, chacun il trouve... Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'ils arrivaient à vivre de leur peinture? Ah ouais, Delacroix, oui. Non, mais bon, Delacroix, c'est un qui est connu, mais quelqu'un qui était un peu moins connu que Delacroix, par exemple. Est-ce qu'il arrivait à cette époque-là, je dirais pas ça pour la deuxième moitié du 19e siècle, mais en première moitié du 19e siècle, tous ceux qui ils arrivaient à vivre, ça allait, quoi. Il n'y avait pas de problème. Parce que soit ils étaient très classiques, il n'y avait aucun problème, soit, comme Delacroix, au départ, il y a eu des grands scandales, mais vous avez vu que l'État lui achetait quand même s'il y avait des grands scandales qui lui achetaient. Et donc, en fait, le moment du romantisme, tout ça, c'est après que ça va se compliquer. Après, le système académique va vraiment verrouiller tout. Et c'est pour ça que Napoléon III, en 1863, quand il va voir que sur les 5000 œuvres présentées au salon, il y en a 3000 qui ont été refusées,
il a accepté d'ouvrir un salon qu'on appelle le salon des refusés. Et donc ceux-là, ils avaient du mal à vivre parce que Ils étaient classés dans les refusés. ils étaient classés dans les refusés, sauf s'ils étaient pris en main par exemple, le marchand Paul Durand-Ruel, qui a fait tout ce qu'il a fait il a acheté en nombre tous les tableaux après 70, après la guerre franco-prussienne, quand il a découvert Paul Durand-Ruel, il a découvert Pissarro et Monet à Londres, puisqu'ils étaient exilés à Londres. Donc ce marchand, il avait ouvert une galerie à Londres pendant cette guerre franco-prussienne. Il a découvert grâce à Daubigny. Donc Daubigny leur a fait connaître et Monet et Pissarro. Et donc ce marchand, il a acheté en nombre tous les tableaux qu'il pouvait. Et donc, en fait, il les a aidés comme ça. Mais s'il n'y avait pas eu les marchands, le système était tellement verrouillé que Monet, peut-être on ne le connaîtrait même pas maintenant, quoi. C'est parce qu'il y a eu les marchands qui ont acheté. Après on a rentré dans le système marchand et le système spéculatif, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce sont les marchands qui ont permis à ces novateurs de pouvoir vivre. Et après, ils arrivaient à trouver des clients pour les racheter, quoi. Ah ben oui. Ces marchands en fait. Ah oui. Ah ben, de toute façon, Paul Durand-Ruel, par exemple, et même Gambard pour Rosa Bonheur, il avait fait voyager le tableau, le marchand des chevaux de Rosa Bonheur en Angleterre et en Écosse, et puis après il l'a fait voyager aux États-Unis, et donc là, il n'y avait pas de problème, il trouvait assez d'acheteurs. On est aussi dans le 19e siècle, c'est quand même le siècle de la révolution industrielle, donc il y avait les riches, la grande bourgeoisie qui pouvait acheter les tableaux et tout ça. Et donc, c'est parce qu'il y avait les marchands, parce que le système, je vous dis, était trop fermé, trop cloisonné pour permettre à ces novateurs de vivre. Mais ces gens-là, ils achetaient ça parce qu'ils aimaient ça ou c'est parce qu'ils avaient envie, entre Alors, guillemets, comme aujourd'hui, pour faire un placement? Alors là, il y avait tout. Là. Soit ils aimaient vraiment les tableaux, ils les achetaient parce qu'ils avaient les moyens d'acheter, ils achetaient les tableaux, soit ils achetaient les tableaux en espérant les revendre plus cher, etc. Et ça, oui, alors là, il y a eu tous les cas de figure. Là, il n'y a pas de souci. On a du mal à se projeter dans cette période. C'est pas vieux, mais c'est vieux pour nous. Oui, pour nous, ça paraît loin, mais c'est pas. Même si c'est pas loin, ça. Non. On n'est pas du tout dans la même approche aujourd'hui. Du tout. Dans la première partie, au début du 19e siècle, même si c'était pas c'était pas encore très répandu, mais est-ce qu'il y avait quand même ou des marchands ou des privés qui commandaient à Delacroix des tableaux? Alors, il y avait les marchands. Alors, en fait, les premiers marchands, c'était souvent des marchands déjà qui vendaient du matériel pour les peintres. Et puis, petit à petit, ils ont accepté, au lieu d'être payés, d'avoir des tableaux et ils ont exposé les tableaux de leurs clients. Donc, ça s'est fait. Alors pour Delacroix, je ne pense pas. Parce que tous ces tableaux étaient achetés par l'État, c'est ça qui m'étonne un peu. Je ne pense pas. Delacroix, il faudrait que je regarde s'il avait un marchand, mais je ne sais pas. S'il avait trouvé un marchand, mais est-ce qu'il en avait besoin, je ne sais pas. Mais sinon, ça signifie que tous ces tableaux étaient achetés par l'État? Au moins les plus représentatifs. En tout cas, il a toujours fait des tableaux de chevalet, sauf que les dernières années, il avait beaucoup de commandes. Et donc là, il a peint les murs de toutes les commandes. Mais il a quand même continué à faire des petits tableaux de chevalet, comme on dit. Et ça passait vraiment tout par leurs mains ou des fois ils faisaient sous-traiter des élèves ou... Il avait, pour faire les décorations, il avait toujours quelqu'un pour l'aider. Ouais. Il avait toujours des élèves. Alors si la prochaine fois... Ah non, c'est pas la prochaine fois. Non, c'est dans deux... Je vous montrerai un petit film où...
Enfin bref, moi, Faut qu'on Teasing, revienne. c'est non, parce teasing. on verra un peintre qui Ah, travaille, voilà. un peintre actuel qui travaille. Non, mais ça fait penser aujourd'hui à tout ce qui vient d'Asie. Hein. Là, il y a tous des centaines de personnes qui peignent des toiles, qui copient. Moi, c'est la copie. C'est la copie. C'est un business. Ah ouais. Ah, tout à fait. Et puis qui rapporte. Merci à vous. Merci. Et la prochaine fois, donc, c'est mardi 5 décembre, nous parlerons de la réhabilitation de la forêt du Bois des Roches, avec l'historique du Bois des Roches. La forêt. Nicolas Dubois, qui s'occupe du développement durable. Si vous connaissez quelqu'un qui voudrait connaître cette conférence, samedi, je la fais à 14h30 à la bibliothèque Jacques Prévert de Villiers-sur-Orge. Donc à 14h30, samedi. Si vous connaissez les personnes qui peuvent être intéressées, je la refais là. Et merci encore, Michel.